Good afternoon. License and registration. Now, this vehicle is flagged as stolen. You know who I am, do you? I don't care who you are. Hand over your ID right now or you're going to have a major problem on your hands. What's your problem, huh? You see this? I'm the police captain. Your career is over. Vous ne pouvez pas faire ça. Je connais mes droits. Ces mots, criés avec la ferveur désespérée d'un homme voyant sa carrière se désintégrer en temps réel, ne provenaient pas de la victime d'une injustice, mais de son auteur. Ils furent prononcés par le gardien de la paix Léo Martin, matricule 94781, à 15h47, le samedi 14 avril, sur une avenue bordée d'arbres de la commune huppée du Vésinet, en Île-de-France. Ce dossier, désormais une étude de cas enseignée à l'École nationale supérieure de la police, retrace la chute fulgurante d'un jeune agent dont les préjugés l'ont conduit à commettre une erreur professionnelle cataclysmique. Sa cible était le commandant Olivier Dubois, un officier décoré de la police nationale avec 22 ans de service impeccable. L'ironie, aussi cruelle que poétique, résidait dans la fonction actuelle du commandant. Il était le chef de l'inspection générale de la police nationale pour toute la région, l'homme chargé de policer la police. L'intégralité de l'échange, d'une durée de 6 minutes et 42 secondes, fut enregistrée sous 2 angles distincts. La caméra piéton de l'agent Martin lui-même, protocole AIC 47.1, et la caméra de surveillance d'une propriété privée, registre CCTV 2B. Ces enregistrements allaient constituer les pièces à conviction irréfutables d'un procès disciplinaire qui aboutirait à la révocation la plus rapide de l'histoire du service, ainsi qu'à des conséquences financières chiffrées au centime près. Ce qui suit est la narration factuelle, basée sur les preuves vidéo et les rapports officiels, d'un effondrement professionnel total, une démonstration clinique de justice karmique documentée. Mais avant que les gyrophares ne s'allument, avant que l'arrogance ne rencontre l'autorité, il y avait simplement un homme, un passionné d'automobile, qui rentrait chez lui après une longue semaine de travail. Un homme dont la compétence et sa position dans la société étaient sur le point d'être rendues invisibles par la couleur de sa peau. Le commandant Olivier Dubois avait quitté son bureau du 3 rue de Lutèce, au cœur de Paris, un peu après 14h30. Son travail, par nature, était une immersion constante dans les failles du système qu'il avait juré de servir. En tant que chef de l'IGPN, il passait ses journées à analyser des rapports sur des agents corrompus, des bavures violentes et des abus de pouvoir. C'était un travail épuisant, exigeant une rigueur intellectuelle et une impartialité à toute preuve. Dubois était connu pour sa mémoire photographique des codes de procédure et sa capacité à déceler la moindre incohérence dans un témoignage. Il était respecté et craint par ceux qui avaient quelque chose à cacher. Pourtant, malgré la noirceur des dossiers qu'il traitait, il avait réussi à conserver une foi inébranlable dans les principes de la justice. Pour se déconnecter de cette pression, il avait un sanctuaire, son garage. C'est là qu'il avait passé les 3 dernières années à restaurer méticuleusement une Citroën XV26 de 1992, une voiture que beaucoup considéraient comme une relique compliquée, mais que lui voyait comme un chef-d'œuvre d'ingénierie française. Chaque boulon, chaque fil, chaque panneau de carrosserie avait été remis à neuf par ses propres mains. La peinture d'un bleu nuit profond brillait sous le soleil printanier tandis qu'il quittait la capitale. Au volant, le commandant n'était plus, c'était Olivier, l'époux, le père, l'amateur de mécanique. Le cuir souple du siège m'enveloppait. L'odeur caractéristique de l'habitacle des voitures de cette époque le ramenait à des souvenirs plus simples. Le ronronnement doux et puissant du moteur V6 était une musique apaisante, un contraste total avec les sirènes et les tensions de son quotidien professionnel. Il traversa le pont de nuit, laissant derrière lui l'agitation parisienne pour la quiétude yvelines. Le Vésinet, avec ses grandes maisons bourgeoises, ses parcs verdoyants et ses rues calmes, était le décor de sa vie privée, un havre de paix qu'il avait durement gagné. Il ne pensait ni aux enquêtes en cours, ni aux rapports à rédiger. Il pensait au barbecue prévu le lendemain, à la pièce de théâtre de sa fille cadette, à la simple joie d'un week-end en famille. Sa conduite était souple, respectueuse des limitations de vitesse, le bras nonchalamment posé sur le rebord de la fenêtre ouverte. Il était un citoyen modèle dans sa voiture de collection, un homme noir de 45 ans qui avait réussi, un pilier de la communauté, rentrant chez lui. Il tourna sur l'avenue des Tilleuls, à moins de 500 mètres de son portail, ignorant totalement que dans son rétroviseur, une Renault Mégane de la police nationale venait de ralentir brutalement avant d'effectuer un demi-tour pour se placer derrière lui, une manœuvre qui venait de sceller le destin professionnel de son conducteur. Les gyrophares bleus et rouges se mirent à danser frénétiquement dans le rétroviseur chromé de la XM, projetant des éclats de lumière anxiogènes sur le cuir sombre du tableau de bord. Olivier Dubois soupira, non pas de peur, mais d'une lassitude profonde et familière. Il rangea le véhicule en douceur le long du trottoir, coupant le contact du moteur V6 qui s'éteigne dans un balai ronronnement satisfait. La bande-son de sa tranquillité vers la Toronto. L'enregistrement de la caméra piéton de l'agent Martin, horodaté à 15h42 et 11 secondes, montre ce dernier sortir de sa Renault Mégane avec une précipitation qui trahit une excitation zélée. Sa démarche est rigide, presque martiale, la main droite planant ostensiblement près de la crosse de son pistolet Six Hour. Il ne s'agit pas de l'approche d'un agent effectuant un contrôle de routine, mais de celle d'un prédateur s'approchant d'une proie déjà condamnée dans son esprit. Dubois, de son côté, appuya sur le bouton pour descendre sa vitre électrique, le léger bourdonnement du moteur contrastant avec le silence tendu qui s'instaurait. Il posa ses 2 mains bien en évidence sur le volant en bois précieux, un geste calculé pour désamorcer toute perception de menace. L'agent Martin arriva à sa hauteur, le visage fermé, une expression de mépris à peine voilée plissant le coin de ses lèvres. Il ne dit pas bonjour, il ne se présenta pas. Sa première phrase fut une injonction, un ordre aboyé avec une autorité qu'il pensait incontestable. « Papier du véhicule et permis de conduire, immédiatement !» La voix était jeune, mais chargée d'une arrogance qui semblait mal ajustée à son uniforme encore neuf. Dubois, sans un mot, se pencha lentement pour récupérer son portefeuille dans la boîte à gants et une pochette contenant les documents de la voiture. Son calme olympien semblait irriter davantage le jeune agent. Il tendit les documents par la fenêtre. L'agent Martin les saisit sans un regard pour Dubois, ses yeux balayant l'intérieur luxueux de la voiture, s'attardant sur les finitions en bois, le cuir immaculé, comme s'il cherchait une preuve que tout cela n'était qu'une mise en scène. « C'est à vous, cette voiture » demanda-t-il, le ton lourd de sous-entendu. « Oui, elle est à moi », répondit Dubois d'une voix égale et posée.
Je rentre chez moi. J'habite à quelques rues d'ici. Il offrait une explication simple, factuelle, une branche d'olivier pour clore l'incident. Mais Martin n'était pas intéressé par la paix. Il était venu chercher la confrontation. L'analyse psychologique post-incident notera que le calme et la coopération de Dubois furent perçus par Lartin non comme des signes de respect, mais comme une forme de condescendance. Il ne pouvait concevoir qu'un homme comme Dubois puisse légitimement posséder une telle voiture et vivre dans ce quartier. Son système de croyances, fondé sur des stéréotypes raciaux grossiers, rendait cette réalité impossible. Pour lui, il y avait forcément une anguille sous roche, un crime, une fraude. « Vous habitez ici ? Vraiment ?» ricana Martin, en feuilletant distraitement les papiers sans les lire. « C'est difficile à croire. On ne voit pas souvent des gens comme vous au volant de ce genre de relique. Vous faites quoi dans la vie pour vous payer ça ?» La question était une violation flagrante du protocole, une inquisition personnelle totalement déplacée. Dubois sentit la colère monter, une vague chaude qu'il maîtrisa instantanément, fruit de décennies d'entraînement et d'expérience. Il répondit avec une précision chirurgicale, sa voix ne trahissant aucune émotion. « Agent, votre question n'est pas pertinente pour ce contrôle routier. Pourriez-vous m'indiquer l'infraction que j'ai commise, s'il vous plaît ?» Cette simple demande, formulée dans le respect strict de la procédure, fut la torche qui alluma la poudrière de l'ego de Martin. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» La voix de Léo Martin monta d'une octave, perdant son calme fin pour révéler une fureur brute. « L'infraction ? L'infraction, c'est que je vous trouve suspect. C'est mon travail de m'assurer que des types comme vous ne viennent pas semer le trouble dans les beaux quartiers. C'est assez clair comme ça ?» Le mépris était désormais ouvert, le préjugé affiché sans la moindre retenue. La caméra piéton, fixée sur sa poitrine, enregistrait chaque mot, chaque intonation, chaque micro-expression de haine qui déformait son visage. Elle devenait le témoin silencieux de son suicide professionnel. Olivier Dubois, lui, resta de marbre. Il était passé de l'autre côté du miroir. Il n'était plus le citoyen contrôlé, il était l'enquêteur de l'IGPN en pleine observation d'une faute grave. Il analysait la posture de Martin, son vocabulaire, ses manquements d'évidence à la déontologie. Il cataloguait mentalement chaque violation. Contrôle discriminatoire, ton irrespectueux, absence de motif légal, intimidation verbale. La liste s'allongeait à chaque seconde. « Agent, je vous informe que votre comportement est inapproprié et non professionnel », déclara Dubois, sa voix toujours aussi calme, mais portant désormais le poids indéniable de l'autorité. « Je vous demande de me rendre mes papiers et de me laisser poursuivre ma route, ou d'appeler votre superviseur sur les lieux. » Cette suggestion, parfaitement raisonnable et procédurale, fut perçue par Martin comme l'ultime défi. L'idée que cet homme puisse connaître les règles mieux que lui, qu'il ose invoquer sa hiérarchie, était intolérable. Il se pencha encore plus, son visage à quelques centimètres de celui de Dubois. « Toi, tu vas arrêter de me prendre de haut. Tu ne sais pas à qui tu parles. Je suis la loi dans cette rue. » La caméra de surveillance de la villa voisine, CCTV2B, offre un angle plus large de la scène. On y voit Martin pointer un doigt accusateur vers Dubois, son corps tendu par la rage. Il jette les papiers sur le siège passager de la XM, un geste de mépris total. « Maintenant, tu vas gentiment sortir de cette bagnole, les mains en l'air. On va la fouiller de fond en comble et crois-moi, on va bien finir par trouver quelque chose. » Dubois ne bougea pas d'un millimètre. Il répondit avec une fermeté glaciale. « Négatif. Vous n'avez aucun motif probable pour fouiller mon véhicule. Votre demande est illégale. » Le mot « illégal » fit l'effet d'une détonation dans l'esprit de Martin. C'était une accusation, une inversion des rôles qu'il ne pouvait supporter. Sa rationalité, déjà mince, se désintégra complètement. « Ah, c'est illégal ? Je vais te montrer ce qui est illégal. » Il posa sa main sur la portière de la Citroën, ses doigts s'agrippant à la poignée. Sa décision était prise. Il allait extraire Dubois de force, pour lui prouver qui commandait. Il ne savait pas encore que ce simple contact physique allait transformer une faute disciplinaire grave en un délit pénal. Une erreur qui allait lui coûter absolument tout. Que feriez-vous si vous étiez à la place du commandant Dubois dans une situation aussi tendue ? Partagez votre stratégie dans les commentaires ci-dessous. Le mot « illégal » résonna entre les deux hommes, suspendant le temps. Pour Olivier Dubois, c'était un fait juridique. Pour Léo Martin, c'était une insulte insupportable, une remise en question de son identité même. La caméra piéton, protocole AX471, capture le moment où la raison quitte définitivement le jeune agent. Ses yeux se plissent, sa mâchoire se serre. Il retire sa main de la poignée de porte comme s'il venait de toucher du métal brûlant, non par recul, mais pour se donner de l'élan. « Vous savez qui je suis » répéta-t-il, la voix sifflante. La question n'attendait plus de réponse, elle était une affirmation de pouvoir absolu. Face à ce mur d'irrationalité, Dubois prit une décision calculée. Il était temps de mettre fin à cette mascarade. « Non, agent, je ne sais pas qui vous êtes », répondit-il d'une voix qui semblait soudainement emplir tout l'habitacle, une voix qui portait le poids de 22 ans de commandement. « Mais je sais qui je suis. Et d'ici 5 minutes, votre superviseur le saura aussi. Je suis le commandant Olivier Dubois, matricule 78-221. Je suis le chef de l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, et ce contrôle, agent Martin, vient de se transformer en une enquête interne officielle. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. L'analyse biométrique post-incidente, basée sur les micro-expressions faciales capturées par la caméra piéton, montrera un pic de cortisol et d'adrénaline chez Martin. La couleur quitta son visage. Son arrogance, tel un château de cartes, vacilla, mais elle ne s'effondra pas. Au contraire, son esprit, incapable d'accepter une réalité qui pulvérisait ses préjugés, choisit la seule voie qui lui restait, le déni agressif. « IGPN, vous vous foutez de moi ? Usurpation d'identité d'un fonctionnel de police, vous voulez jouer à ça ? Très bien. » Il recula d'un pas, sortant son téléphone personnel, un geste qui violait une autre douzaine de règlements. Il n'allait pas utiliser la radio officielle, ce qui aurait laissé une trace immédiate. Il allait appeler le commissariat directement, pour demander du renfort contre un individu se faisant passer pour un haut gradé. Chaque chiffre qu'il composait était inclus de plus dans le cercueil de sa carrière.
La caméra de surveillance de la villa, CCTV2B, enregistrait la scène en plan large, montrant la posture rigide de Martin et le calme imperturbable de Dubois, toujours assis au volant, comme un spectateur observant une tragédie inévitable. La communication fut établie. La police était en route. L'air printanier semblait s'être figé. Le temps lui-même paraissait suspendu dans l'attente du dénouement. L'agent Léo Martin venait de raccrocher son téléphone, un rictus de triomphe déformant ses traits juvéniles. Il avait demandé du renfort, décrivant un individu non coopératif, se faisant faussement passer pour un haut gradé. Chaque mot prononcé dans son appareil était un mensonge, une construction narrative destinée à justifier son agressivité initiale et à écraser cet homme qui avait osé défier son autorité. Dans son esprit, le scénario était déjà écrit. L'arrivée imminente de ses collègues, l'extraction musclée du conducteur de sa voiture de luxe suspecte, la découverte inévitable de quelque chose d'illégal, une arme, de la drogue, n'importe quoi qui validerait son instinct, son préjugé. Il se voyait déjà rédigeant son rapport, se dépeignant en héros vigilant ayant déjoué un criminel audacieux. Il se tourna vers Olivier Dubois, son regard brillant d'une arrogance renouvelée, prêt à savourer sa victoire. « Alors, on fait moins le malin ? Mes collègues arrivent pour vous. On va voir si vous continuez à jouer au caïd. » Mais la réplique qu'il attendait, une supplique ou une insulte, ne vint jamais. À la place, il fut accueilli par un silence d'une profondeur abyssale et un regard d'une intensité glaciale. Dubois n'avait pas bougé. Son calme n'était plus seulement de la maîtrise de soi, c'était devenu une arme passive, une force inerte qui absorbait toute l'agressivité de Martin et la lui renvoyait sous forme d'un doute insidieux. Lentement, avec la précision d'un chirurgien, Dubois porta sa main gauche à la poche intérieure de son blésial. Le mouvement était délibéré, fluide, dépourvu de toute nervosité. La caméra piéton de Martin, toujours en enregistrement, zooma involontairement sur ce geste, son porteur étant hypnotisé. « Ce ne sera pas nécessaire, agent », dit Dubois, sa voix d'âce et résonnante coupant le sifflement du vent dans les arbres. Il sortit un portefeuille en cuir noir, d'une qualité évidente. Ce n'était pas un portefeuille ordinaire. Il s'ouvrait verticalement, révélant 2 compartiments distincts. D'un côté, une plaque métallique lourde et dorée, frappée des insignes de la République française et du grade de commandant de la police nationale, brillait sous le soleil de l'après-midi. De l'autre, protégée par un film plastique transparent, se trouvait une carte professionnelle. La photo d'identité montrait le même visage calme et sérieux qui le fixait depuis le siège conducteur. Le nom était imprimé en lettres capitales, Olivier Dubois, et en dessous, sa fonction, les mots qui allaient faire imploser l'univers de Léo Martin, chef de l'inspection générale de la police nationale. Le temps reprit son cours, mais pour Martin, il s'accéléra de manière vertigineuse. L'analyse post-incident du flux vidéo de la caméra piéton documente une cascade de réactions physiologiques en l'espace de 3 secondes. Le rictus de Martin s'effaça, remplacé par une expression de confusion totale. Ses pupilles se dilatèrent. La couleur quitta son visage si rapidement qu'il semblait devenir cireux, presque translucide. Un frisson visible parcourut son corps, et sa main, qui tenait encore son téléphone, se mit à trembler. Son cerveau luttait désespérément pour traiter une information qui contredisait le fondement même de son action. L'homme qu'il avait traité comme un délinquant de bas étage était en réalité l'un des plus hauts gradés de toute l'institution policière. L'homme chargé de juger les policiers eux-mêmes. C'était une inversion de pouvoir si totale, si cataclysmique, qu'elle frisait l'absurde. Agent Léo Martin, matricule 94 781, reprit Dubois, chaque syllabe étant prononcée avec une clarté clinique et sans la moindre trace d'émotion. À cet instant, 15h46 et 12 secondes, je vous notifie formellement de l'ouverture d'une enquête interne à votre encontre pour les motifs suivants. Contrôle aux faciès, manquement grave aux obligations déontologiques, abus d'autorité et intimidation verbale. Votre caméra piéton, protocole AX91, ainsi que la caméra de surveillance de cette propriété, registre CCTV2B dont je prends note de l'existence, sont désormais saisis comme pièces à conviction. Vous allez me remettre votre arme de service et attendre ici l'arrivée de votre superviseur direct. La panique de Martin, cherchant une issue, se mua en un dernier sursaut de déni. « C'est un faux, c'est impossible », bégaya-t-il, sa voix n'étant plus qu'un filet étranglé. « Vous ne pouvez pas ». Dubois l'ignora, sortant son propre téléphone. Il ne composa pas un numéro général, mais accéda à son répertoire. Il mit l'appel sur haut-parleur. Une sonnerie, puis une voix. « Oui, mon commandant, que puis-je faire pour vous ?» La déférence instantanée dans la voix de l'interlocuteur fut le coup de grâce. Martin sentit ses jambes flagellées. « C'est le commandant Dubois. Je suis actuellement avenue des Tilleuls au Vésinet. J'ai besoin que le brigadier chef Fournier me rejoigne immédiatement sur ma position. Il y a un incident impliquant l'un de ses agents. » Il raccrocha. Le silence revint, lourd, menaçant. Au loin, une sirène commençait à se faire entendre. Ce n'était pas le son réconfortant du renfort que Martin avait appelé, mais le glas qui sonnait la fin de sa carrière. Si vous pensez que la justice est sur le point d'être rendue de manière spectaculaire, montrez votre soutien en vous abonnant à la chaîne et en cliquant sur le bouton j'aime. Vous ne voudrez pas manquer les conséquences dévastatrices qui atteignent cet agent. La sirène lointaine, qui avait d'abord été une promesse de validation pour Léo Martin, se transforma en une complainte funèbre à mesure qu'elle se rapprochait. Chaque ondulation du son semblait marquer le rétrécissement de son avenir. L'enregistrement de la caméra CCTV2B, offrant une vue panoramique de la scène, montre une Renault Scénic de la police nationale se garant en double file une dizaine de mètres derrière le véhicule de Martin, sans précipitation, sans gyrophare additionnel. La portière s'ouvrit et le brigadier chef Fournier en sortit. C'était un homme d'une 50aine d'années, à la silhouette robuste et au visage buriné par des décennies de service dans la rue. Sa démarche était celle d'un homme qui en avait vu d'autres, calme et mesuré. Son protocole était de désamorcer, pas d'enflammer. Il s'approcha, son regard balayant la situation. La Citroën XM de collection parfaitement garée, son jeune agent, Martin, debout, étrangement rigide et pâle comme un linge, et enfin, le conducteur assis dans le véhicule.
Le regard de Fournier passa sur le visage d'Olivier Dubois et s'arrêta net. La reconnaissance fut instantanée. Un choc électrique qui parcourut tout son corps. L'analyse de l'enregistrement audio de sa propre radio, qui s'était déclenché à l'ouverture de sa portière, capture un léger hoquet de surprise. Sa posture changea radicalement en une fraction de seconde. Le policier de patrouille décontracté disparut, remplacé par un subordonné au garde à vous. Ses épaules se redressèrent, son menton se releva. Il fit un pas en avant, ignorant complètement son propre agent, et s'adressa directement à l'homme au volant avec un respect qui confinait à la déférence. « Commandant Dubois, monsieur, il y a un problème ?» La question flotta dans l'air, lourde de sens. Ce n'était pas seulement une salutation, c'était une validation publique, une confirmation irréfutable de l'identité que Martin avait si stupidement rejetée. Pour Martin, ces quelques mots furent plus violents qu'un coup de poing. L'univers qu'il avait construit autour de son autorité et de ses préjugés venait d'imploser. Le sol se déroba sous ses pieds. Il n'était plus l'agent en contrôle, il était devenu l'objet d'un incident, une anomalie à expliquer. Le regard du brigadier-chef Fournier se tourna enfin vers lui, et il n'y avait plus aucune trace de camaraderie, juste une incrédulité glaciale et une colère naissante. Le silence qui suivit fut total, uniquement brisé par le bruissement des feuilles dans les arbres, témoin impassible d'une carrière qui venait de prendre fin. Olivier Dubois ne répondit pas immédiatement à la question de Fournier. Il laissa le poids de la situation s'installer, permettant à la réalité de s'ancrer dans l'esprit de chaque personne présente. Puis, d'une voix qui n'avait pas varié d'un décibel depuis le début de l'échange, il prit la parole. L'enregistrement audio de la caméra piéton de Martin, toujours active, capture la clarté dévastatrice de sa réponse. « Brigadier-chef Fournier, il n'y a aucun problème de mon côté. En revanche, votre agent ici présent vient de se rendre coupable de multiples fautes professionnelles graves. Il a initié un contrôle routier sans aucun motif légal, basé sur des critères discriminatoires. Il a adopté un ton irrespectueux et intimidant. Il a refusé de décliner la raison du contrôle lorsque je la lui ai demandé, en violation directe du code de déontologie. Et il a menacé de me faire sortir de force de mon véhicule pour procéder à une fouille illégale. Chaque affirmation était un clou planté dans le cercueil professionnel de Martin. Fournier écoutait, son visage se durcissant à chaque mot. Il n'avait pas besoin des enregistrements pour savoir que le commandant disait la vérité. La réputation d'intégrité de Dubois était légendaire au sein de la police. Il se tourna vers Martin, son regard désormais chargé d'un mépris glacial. « Agent Martin, est-ce que ce que vient de dire le commandant est exact ?» La question était purement rhétorique, une formalité procédurale. Martin ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Un gargouillis étranglé fut sa seule réponse. Le jeune homme qui quelques minutes plus tôt se proclamait la loi n'était plus qu'une statue de terreur, son visage inondé de sueur froide. Dubois reprit la parole, son ton devenant celui d'un officier donnant des ordres. « Brigadier-chef, je vous demande de procéder immédiatement au désarmement de l'agent Martin et de le relever de ses fonctions. Son arme et son équipement de communication doivent être saisis. Sa caméra piéton ainsi que la vôtre sont désormais des pièces à conviction dans le cadre de l'enquête IGPN que j'ouvre à l'instant. Vous le reconduirez au commissariat, où il attendra de nouvelles instructions dans une salle isolée. Est-ce bien clair ?»« Oui, mon commandant, » répondit Fournier sans une once d'hésitation. Il se déplaça vers Martin, qui semblait incapable du moindre mouvement. La scène, capturée sous deux angles, était surréaliste. Le supérieur hiérarchique descendant son subordonné sur ordre de la victime du contrôle. Fournier retira le Six Hour de l'étui de Martin, avec des gestes précis et impersonnels. Ce simple acte était un rituel de déchéance, le symbole visible de la perte totale de son statut et de son autorité. En sentant le pas de l'arme quitter sa hanche, Léo Martin comprit que le jugement venait d'être rendu, et que la sentence, qui allait affecter chaque aspect de sa vie, ne faisait que commencer. Le trajet de retour au commissariat fut un long tunnel de silence radio et de honte palpable. Léo Martin, assis sur la banquette arrière de la voiture de son superviseur, dépouillé de son arme et de son statut, n'était plus un agent de la paix, mais un prévenu. Le rapport officiel, dossier IGPN 75B 2024, détaille la suite des événements avec une précision clinique qui ne laisse aucune place à l'interprétation. La procédure disciplinaire qui s'ensuivit ne fut pas un procès, mais une simple formalité administrative, une autopsie de carrière menée avec une rapidité record. Les preuves étaient si accablantes, si irréfutables, que toute tentative de défense fut jugée futile par le Conseil. Les deux enregistrements vidéo, celui de la caméra piéton de Martin et celui de la caméra de surveillance, furent projetés en boucle lors de l'audience disciplinaire. Ils montraient, sans le moindre doute, un agent agissant non pas sur la base d'une suspicion légitime, mais sur celle d'un préjugé racial flagrant. La commission, présidée par un adjoint du directeur général de la police nationale, rendit sa décision en moins de 20 minutes. La révocation pour faute grave fut prononcée. La sanction la plus sévère possible, effective immédiatement. Ce fut le premier domino d'une cascade de conséquences qui allait anéantir la vie de Léo Martin telle qu'il la connaissait. La perte de son emploi signifiait la cessation immédiate de son salaire de 2 750 € net par main. Plus grave encore, la révocation entraînait l'annulation de tous ses droits à la retraite accumulés, une perte financière future sèche, estimée par les actuaires à plus de 700 000 € sur l'ensemble de la carrière qu'il n'aurait jamais. Son nom fut inscrit au fichier national des agents publics révoqués, une marque indélébile qui lui interdisait à vie tout emploi au sein de la fonction publique, que ce soit dans la police, la gendarmerie, l'administration pénitentiaire ou même comme simple agent municipal. Son permis de port d'armes fut révoqué et sa demande de licence pour travailler dans la sécurité privée fut rejetée d'office, le motif de sa révocation le rendant inéligible. Sur le plan civil, pour éviter un procès public potentiellement dévastateur pour l'image de la police, la préfecture négocia un accord à l'amiable avec le commandant Dubois. La transaction fut fixée à 120 000 € pour dommages moraux et violation des droits civiques, une somme payée par les contribuables.
Dans un geste qui soulignait l'abîme moral qui le séparait de son agresseur, le commandant Dubois fit don de l'intégralité de cette somme à une association d'aide juridique pour les victimes de discrimination et de violences policières. Ainsi, l'acte de préjugé de Martin finançait directement la lutte contre le mal qu'il incarnait. Le syndicat de police, face à la nature indéfendable de ses actions, refusa de couvrir ses frais juridiques, invoquant une clause de faute intentionnelle. Léo Martin dut donc payer de sa poche les 15 000 € d'honoraires de l'avocat, qui ne put rien faire pour lui. En quelques semaines, il avait perdu son travail, sa future retraite, sa réputation et une part substantielle de ses économies. Ses anciens collègues ne répondaient plus à ses appels, le considérant comme une paria qui avait jeté l'opprobre sur leur unité. Sa vie sociale s'effondra. Pendant ce temps, la vie du commandant Olivier Dubois reprit son cours sans la moindre perturbation. Le lundi suivant l'incident, il était à son bureau, aux 3 rue de Lutèce, examinant d'autres dossiers de faute molicière, son calme et son professionnalisme intacts. Pour lui, l'incident du Vésinet n'était pas une affaire personnelle, mais simplement un autre cas à traiter, un symptôme d'un mal qu'il s'efforçait de combattre au quotidien. Sa victoire ne fut pas dans la confrontation, mais dans sa capacité à rester fidèle aux principes de la loi, alors même qu'elle était bafouée sous ses yeux. La chute totale et documentée de Léo Martin servit d'exemple, une leçon clinique enseignée dans les académies de police sur le coût exorbitant du préjugé. Avait-il finalement appris que l'uniforme ne confère pas le droit de mépriser, mais le devoir de protéger? Avait-il compris que l'autorité n'est pas un bouclier pour l'arrogance, mais une responsabilité envers tous les citoyens, sans distinction? Les archives de son effondrement suggèrent que la leçon fut administrée, mais la question de savoir si elle fut réellement comprise restera à jamais sans réponse. Si vous avez été témoin ou victime d'une situation similaire, ou si vous croyez fermement que personne n'est au-dessus des lois, partagez cette histoire. Vos commentaires et vos expériences sont essentiels pour continuer à mettre en lumière l'importance de la justice et de la responsabilité.